Bonjour à tous, notre dernière émission consacrée à l'immobilier vous a fait réagir. Marc Toiti pronostiquait une baisse de 15 à 20% des prix immobiliers à compter de 2020. Et dans votre grande majorité, vous êtes plutôt sceptique. En effet, nous avons lancé le 15 novembre un petit sondage sur YouTube pour connaître votre opinion. Pour prendre connaissance de ce sondage et y répondre, il suffit d'être abonné à notre chaîne SICAV Online sur YouTube. Nous vous communiquerons les résultats définitifs dans quelques temps. Mais au 20 novembre, jour où nous enregistrons, 517 d'entre vous ont déjà répondu. À 47%, vous ne pensez pas que les prix immobiliers baisseront de 15 à 20% à partir de 2020. Un gros tiers, en revanche, est en accord avec cette prévision. Un cinquième avoue ne pas savoir. Alors nous avons voulu aller plus loin dans l'analyse en confrontant Marc Toiti à certains de vos commentaires et en croisant les points de vue. En effet, Olivier Delamarche sera également avec nous. Il nous livrera lui aussi son opinion sur les perspectives de l'immobilier. On les retrouve tout de suite. Marc, Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous avez vu tous les deux les résultats du sondage. Beaucoup sont très sceptiques quant à une baisse de 15 à 20% des prix à partir de 2020. Alors afin d'éprouver votre scénario, Marc, j'aimerais que l'on revienne dans un premier temps sur les facteurs de hausse. On voit apparaître à l'écran une première courbe, la fameuse courbe de Frigide. Ce que l'on voit, c'est le prix des logements anciens rapporté aux revenus disponibles des ménages. Quand on tourne autour de 1, eh bien, ça veut dire que les prix de l'immobilier croissent à peu près au même rythme que les revenus et inversement. Or, que constate-t-on? Depuis le point bas de 1998, les prix n'ont fait que monter pour s'écarter de la croissance des revenus disponibles, et ce, dans des proportions inédites dans l'histoire. Alors, ma première question, c'est tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que les prix de l'immobilier ont divergé de la croissance des revenus à ce rythme, et ensuite on verra si on se trouve en situation de bulle ou pas. Alors, pour vous, quels sont les facteurs qui président à cette hausse? Qui veut commencer? Je vais bien commencer. Il y a plusieurs raisons, bien entendu. Il y a d'abord effectivement les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, historiquement bas. Donc finalement, ça réduit le coût du crédit. Donc quand on a ce fameux ratio de surendettement, pour ne pas le dépasser, comme on rembourse de moins en moins chaque mois, évidemment, c'est plus facile, je dirais, de s'endetter. Après, il y a également le fait qu'on avait un problème, je dirais, d'offre. C'est-à-dire que finalement, il y avait une demande qui était élevée et l'offre qui n'était pas forcément au rendez-vous. Donc ça a alimenté un petit peu ce mouvement de hausse. Plus dernièrement, il y a eu cette fameuse planche à billets. Alors là aussi, on ne sait pas comment on s'en sortira, mais on a maintenant des taux d'intérêt négatifs. Et donc, ça c'est peut-être le dernier argument, c'est que pour l'investisseur en tant que tel, finalement aujourd'hui, sur quoi investir? Il se dit, l'obligataire, ça ramène rien, même ça coûte de l'argent. Le monétaire, encore moins. Les devises, c'est dangereux. Les marchés boursiers sont un petit peu sur un sommet. Donc on se dit, c'est le réflexe habituel. La pierre, ça rassure, une sorte de valeur refuge. Donc c'est ça qui a un petit peu alimenté. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est qu'on a quand même cet écart avec la réalité économique des Français, et donc notamment le revenu. C'est en cela que ça devient dangereux. Alors, vous avez mentionné les taux, Marc. Est-ce que pour vous, c'est le facteur déterminant également, Olivier? Alors, c'est un des facteurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la grosse hausse par rapport aux revenus, c'est 2000-2007. Et en 2007, les taux étaient encore élevés. En 2000, les taux étaient encore élevés. Donc, il n'y a pas que ça qui explique. Il y a le fait que c'est quand même en 2000 qu'on a beaucoup employé la planche à billets. 2001, les deux tours qui tombent aux États-Unis et à ce moment-là, Greenspan qui met des liquidités comme s'il en pleuvait sur la table. Tout ça, c'est des facteurs qui ont contribué à amener des liquidités, parce que les liquidités, elles ne restent pas forcément sur place, elles circulent. Vous avez aussi le démarrage de la Chine qui, elle aussi, arrose de liquidités. Vous avez le Japon qui a jamais cessé d'arroser de liquidités. Donc, tout ça fait que y a quand même pas mal de liquide qui se balade, et donc qui va se placer sur tout ce qui est actif financiarisé. Et puis, en 2000, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, et là, jusqu'à 2007-2008, en effet, il y a eu beaucoup d'actions des banques. C'est-à-dire que les banques se sont mises à prêter, et quelquefois à prêter 110
115% du prix, c'est-à-dire qu'elle vous payait les frais de notaire et elle vous payait aussi les travaux. Et c'est cette facilité de crédit, plus que d'ailleurs la baisse des taux à ce moment-là, mais cette facilité de crédit parce qu'il y avait du pognon qui arrivait de partout, et donc cette facilité de crédit qui a fait que leurs revenus n'augmentant plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour compenser l'écart? Ils ont simplement emprunté et ensuite emprunté de plus en plus, sur de plus en plus longtemps, pour avoir des remboursements faibles, d'accord? Sauf que ça a une limite. Donc, à partir de 2007, d'ailleurs, on le voit sur la courbe, ça s'est calmé, hein, ça a rebaissé ça a baissé un petit peu, puis après ça a remonté. Aujourd'hui, on est proche des plus hauts en termes d'écart entre les revenus et donc, comme les taux sont à zéro, maintenant, je pense qu'il y a quand même une limite à ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les banques sont moins enclines à prêter comme elles le faisaient en 2000 et en 2007. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles prêtent jusqu'à 115 ou 120% des montants et qu'elles font un tout petit peu plus attention. On a des chiffres qui sont assez intéressants et que je pense bon de rappeler. Alors, concernant les taux, alors ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que on avait en gros des taux qui étaient aux alentours de 10-15% dans les années 80 lorsqu'on souscrivait un emprunt immobilier. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire du Crédit Logement, je crois qu'en moyenne on était à 1,13% dernièrement. Oui, enfin, dans les années 80, il y avait une inflation qu'on n'a pas aujourd'hui. Hein, donc les taux réels n'étaient pas les mêmes. C'est vrai, mais c'est pour illustrer la baisse tendancielle des taux. Et d'ailleurs, il y a un deuxième mouvement, parce que là, on parle des prix effectivement de l'immobilier. Il ne faut pas oublier l'autre côté effectivement du versant, c'est-à-dire les revenus. C'est ça aussi, parce que 2000-2007, c'est ça le problème, c'est que les revenus augmentent finalement pas autant que ça. Il y a l'effet 35 heures qui joue, etc., donc on fait des gains de productivité. Et donc, là aussi, c'est la grande difficulté. Il y a aussi des investisseurs étrangers qui viennent effectivement chez nous, donc ça alimente un petit peu la demande. Donc c'est ça, encore une fois, le problème. C'est pas que les prix augmentent. Les investisseurs étrangers, c'est limité, certes, mais très limité sur des petits marchés, en général le très haut de gamme, pas forcément à Paris non plus. À Paris, c'est du très haut de gamme. Voilà. En province, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui tire. Non, pas du tout. Je dis c'est pour expliquer l'écart, sans que ça ajoute effectivement. Mais je pense que le problème numéro un, en fait, c'est pas que les prix augmentent. Alors, regarde, que les prix augmentent, si ça augmente à l'aune des revenus, c'est pas grave. On peut dire c'est une augmentation normale. Ce qui est dangereux, selon mon point de vue, c'est cet écart. Donc effectivement, parce que ce n'est pas les étrangers qui font tout le marché. Il faut bien que tôt ou tard, on ait, je dirais, une reconnexion entre les prix effectivement des logements et le revenu. Parce qu'aujourd'hui, vous le regardez, même si on a des taux d'intérêt extrêmement bas, mais compte tenu des prix, il y a des jeunes, des primo-accédants qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Parce que même si les taux d'intérêt sont très bas, eh bien les prix ont beaucoup trop augmenté, sont beaucoup trop élevés par rapport à la réalité des revenus de certains Français. Alors je reviens tout de même aux facteurs qui ont concouru à cette hausse. Bon, vous avez évoqué les taux, l'assouplissement des conditions d'octroi avec un rallongement très sensible de la durée d'emprunt. Alors là encore, quelques chiffres. Au milieu des années 90, on est sur du 14 ans. Maintenant, on est sur du 25. Alors, pour être très précis, en moyenne, on est sur 229 mois, c'est-à-dire 19 ans. Et ce qui est très très intéressant, c'est que à l'accession, 40% des prêts ont une durée de plus de 25 ans et 70% de plus de 20 ans. Donc, les professionnels, c'est vrai, parlent d'un pouvoir d'achat immobilier maintenu. On devrait plutôt parler de solvabilisation des ménages par l'emprunt et la durée d'emprunt. Et puis un risque aussi qui est diffus dans le temps, il ne faut quand même pas l'oublier, le facteur risque est là. Oui, car comme le rappelle un de nos internautes, dont on voit d'ailleurs un des commentaires, Louis Siffer, il rappelait en citant Coluche, un crédit c'est moins tu peux payer, plus tu payes. Et en fait, c'est un peu, c'est très juste. Le danger, encore une fois, de défaut, il est étalé maintenant sur plus de 20 ans. Donc là aussi, ça peut être dangereux, parce qu'en 20 ans, il peut y avoir des soubresauts de la vie qui font que on ne peut pas rembourser forcément. Et c'est là où c'est bien dangereux, parce que la banque, finalement, elle récupérera ce qu'on appelle le collatéral, c'est-à-dire le bien immobilier. Par contre, le ménage qui s'est surendetté, alors il y aura une difficulté. Alors,
Également, une explication possible à la hausse, et, enfin, je sais qu'on va aborder l'angle démographique, la dimension démographique tout à l'heure, c'est aussi la démographie, puisque jusqu'en 2010, on a plutôt une forte proportion d'acheteurs nets, c'est-à-dire que la population d'acheteurs nets est en croissance. Et ça compte énormément. Et alors, rappelons qu'un acheteur, en fait, c'est à partir de jusqu'à 59 ans, on est acheteur net d'immobilier, et après, on est plutôt vendeur net parce qu'on consomme son patrimoine pour maintenir son niveau de vie. Jusqu'en 2010, on est à 400 000 acheteurs nets par an. Après 2010... C'est 400 000 en hausse tous les 5 ans. Oui. Après, on bascule, et là, on devient entre 800 000 et 1 million net vendeurs. Ce qui veut dire qu'il y a une pression. Alors, ça ne veut pas dire que le marché immobilier a fini sa hausse. Ça veut dire simplement qu'au lieu, depuis 30 ans, d'évoluer dans un couloir ascendant, avec des variations dans le couloir, eh bien, vous allez évoluer à partir de maintenant dans un couloir qui va être descendant, ce qui veut dire que si vous voulez faire de l'immobilier, il va falloir, à mon avis, changer de stratégie. C'est-à-dire que acheter comme le faisaient nos grands-parents avec un objectif de revendre très très cher 30 ans plus tard, c'est fini maintenant. C'est-à-dire que si vous vendez 30 ans plus tard, vous vendrez 30% plus bas ou 40% plus bas. Alors, si en revanche, si vous pouvez le faire sur très court terme, sur des périodes jusqu'à 5 ans, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez peut-être une chance, si vous achetez en bas du trend, vous avez peut-être une chance de revendre en haut. Question d'importance, parce que tout le monde se la pose, et les professionnels y répondent par la négative, c'est sommes-nous en bulle ou pas ? Disons qu'une bulle, c'est clair, hein, je veux dire, c'est tout simplement, c'est pas que les prix augmentent, c'est que les prix augmentent trop par rapport à la réalité économique. Donc il y a ce qu'on appelle effectivement un écart cumulatif et auto-entretenu entre la valeur financière de l'actif, donc de l'immobilier, puis la réalité de cet immobilier, c'est-à-dire notamment les revenus des ménages. Donc ça, c'est une réalité. On a effectivement cet écart qui, alors c'est que ça s'accumule moins un petit peu depuis quelques années. Il y avait eu un petit soubresaut effectivement en 2007-2008, comme on l'avait annoncé, puis c'est reparti effectivement de plus belle. Donc oui, alors après, c'est pas une bulle spéculative, bête et méchante, où comme dans les années 90, ceux qui ont parce connu, que on achetait pour revendre directement derrière, etc. Les professionnels objectent qu'il n'y a pas de bulle, notamment mais parce normal, que ils sont jugés partis. Non, je suis bien d'accord. Là, je vous apporte souvent, juste la contradiction des professionnels. C'est pas mon opinion, mais ce qu'ils disent, c'est finalement, il n'y a pas de bulle, puisqu'on a une tension immobilière qui est avérée, avec un nombre d'acheteurs supérieur au nombre de vendeurs. Oui, mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. C'est faux et en quoi on le faux voit. Bah si, on le voit par exemple sur si c'était vrai, s'il y avait plus de demandes que d'offres, eh bien vous auriez aussi une tension sur les loyers. Parce que le gars, il faut bien qu'il se loge au final. Donc il y aurait une tension sur les loyers. Il n'y a pas de tension sur les loyers. Et vous avez, dans certaines zones qui sont soi-disant très congestionnées, etc., vous avez aujourd'hui beaucoup de logements qui sont vides, qui ne sont ni vendus, ni... Bon, donc il faut arrêter avec ce truc-là. On n'est pas dans une... Alors, que vous ayez des micro-points, si vous voulez, où vous avez une demande supérieure à l'offre, bien évidemment, mais ça n'est pas l'ensemble du marché immobilier. Alors, ensuite, je vais vous dire quelque chose. On parle souvent, tous d'ailleurs, c'est par réflexe, on va parler de ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Bordeaux. Ok, dans ces villes-là, les prix ont monté. Mais alors, dans certaines villes du centre de la France, c'est pas du tout la même chose. Clair, on se retrouve, moi je connais des cas précis de gens qui ont acheté jusqu'en 2007-2010 des appartements ou des maisons à côté de Grenoble. Grenoble, c'est pas le trou du cul du monde, hein. Grenoble, c'est une région où il y a de l'industrie, de pointe, etc. Donc il y a des gens qui doivent se loger. Eh bien aujourd'hui, ces gens-là ont perdu entre 30 et 40% sur le prix d'achat. Mais ce que vous dites, Olivier, c'est que... Si vous voulez, il faut arrêter de penser que
dès que vous prenez de l'immobilier, vous êtes gagnant et super gagnant, vous allez doubler, tripler, etc. C'est pas vrai. Non, ça dépend, mais ce qu'on se passe, quoi. C'est-à-dire, effectivement, si on regarde, voilà, c'est des micro-marchés qu'on peut avoir à Paris, et encore même à Paris, dans certains quartiers, dans certaines banlieues, et encore. Donc, il y a des mouvements de population également qui jouent. Bon, ça peut mais ce que favoriser. Vous êtes en train de dire, mais c'est vrai que ce qui globalement, me semble très juste, c'est qu'on n'est pas face à un marché immobilier, mais face à des marchés immobiliers. Il y a autant de marchés immobiliers qu'il y a d'immeubles à vendre. Enfin, avec des dynamiques totalement différentes. Oui, parce que quand on reprend dans les... Alors là, ce sont les estimations de meilleurs agents. Dans les grandes villes, ils ont un indicateur de tension immobilière qui établit un rapport entre acheteurs et vendeurs. Et pour l'heure, selon eux, l'indicateur est au vert, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs partout, dans toutes les agglomérations. Donc, ils ne voient pas, en l'occurrence, ils voient plutôt une hausse des prix en 2020 plutôt qu'une baisse. Oui, mais après, il faut pondérer. C'est là où on est sur une erreur quand on parle de la bulle. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, non, mais ça continue, c'est très bien, ça va continuer. En fait, c'est pas bon. La bulle se dégonfle. C'est plutôt sain, parce que justement, ça resolvabilise la demande. Donc aujourd'hui, oui, vous avez a priori des tensions, mais il faut faire la distinction entre les personnes qui veulent effectivement acheter et celles qui peuvent. Donc c'est là où effectivement on risque d'avoir des mauvaises surprises. C'est pourquoi on a besoin effectivement de cette baisse des prix pour permettre de resolvabiliser la demande et de recréer une dynamique. Donc là aujourd'hui, je pense, quand on voit que les prix augmentent encore une fois, c'est justement sur peu de transactions finalement, parce qu'on le voit, les transactions ne flambent pas. Donc on alimente un petit peu. On a tout de même une année record en termes de transactions. Alors ça dépend où, encore une fois, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur une situation où on surpondère certains quartiers, certaines villes, mais au niveau global, il y a quand même des situations où déjà on voit des petits prémices que c'est en train de ralentir. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer. Quand je dis 15 à 20%, c'est sur plusieurs années, bien entendu, et c'est surtout un retour à la normale. C'est pas forcément, je dirais, une prévision, c'est surtout un retour à la normale pour qu'on retrouve un niveau justifié par rapport aux fondamentaux économiques. Et ça, c'est pour, on va dire, bien entendu, quelqu'un qui est locataire, mieux vaut qu'il soit propriétaire. Lui, il peut continuer à acheter, pourquoi pas, même s'il perdra de l'argent, au moins il ne perdra pas son loyer. Par contre, pour les investisseurs, vous savez qu'aujourd'hui, acheter des immeubles en se disant je vais pouvoir relouer derrière, ok, mais si demain il y a un revers de conjoncture, ce qui me paraît inévitable dans les 2 prochaines années, comment va-t-on faire si on a effectivement acheté pour louer, si derrière il y a, il y a personne en face? Donc là, ceux qui sont surendettés, même si les taux d'intérêt sont bas, ils devront payer la facture. Alors justement, là on a vu quels étaient les facteurs de soutien au marché immobilier, en tout cas ceux qui ont présidé à la hausse. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette tendance se retourne? Alors pas forcément abruptement, mais qu'on aille dans un cycle qui soit plutôt baissier. Alors, démographie, pays qui vieillit. Je vous rappelle que le taux de remplacement, c'est 2,10. On est à 1,87 en France. Donc, il faut cesser aussi de vivre dans le passé en disant non, on a une bonne natalité. Non, surtout, il y a le papy-boom. Voilà, donc un pays qui vieillit avec quand même de grosses questions sur le niveau des retraites à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement les personnes à la retraite seront obligées de réaliser leurs actifs pour pouvoir conserver leur niveau de vie. Donc une pression à la vente. Vous avez aussi des accidents. Quand vous avez une récession, vous avez d'abord des boîtes qui ferment, et puis vous avez des gens qui se retrouvent au chômage. Et quand vous vous retrouvez au chômage, c'est un peu compliqué d'avoir un emprunt avec 5 000 € à rembourser par mois. Ça devient complexe. Donc ce genre de choses, et on est d'accord là-dessus, il est évident qu'on est en train de se prendre une crise économique sur le coin du nez qui va être épouvantable. Et donc, je pense que ça va calmer beaucoup le marché immobilier. Parce que, je vous dis, vous avez à ce moment-là des prêts qui deviennent irremboursables, vous avez des banques qui ont des problèmes, vous avez un certain nombre de choses, vous avez des boîtes qui ont des problèmes, qui licencient, etc. Tout ça va forcément peser sur les prix dans les années à venir. Et puis,
vous l'avez aussi au niveau, parce que là on a parlé que de l'immobilier privé, mais en location de bureaux, etc. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières transactions, mais les gars sont en train de payer n'importe quoi. Vous êtes sur des bases de 2,5% de rentabilité. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter. Alors, ça n'est absolument plus rentable aujourd'hui et ils sont en train de payer n'importe quoi parce qu'ils ont des sous, parce qu'on leur prête à zéro, parce qu'ils ont de l'argent à plus savoir qu'en faire et ils se disent c'est une bonne idée. Mais alors Olivier, sur ce point-là, mais vous connaissez l'argument que l'on vous oppose, c'est très bien, les rendements plongent, mais en même temps avec des taux aussi faibles. Pourquoi ne ferait-il pas ça? Pourquoi n'investirait-il pas pour aller chercher ce maigre rendement? Justement, c'est ça qui est dangereux, c'est que c'est cette fuite en avant qui est très dangereuse. Et pour être tout à fait honnête, moi je suis tout à fait transparent, c'est vrai que j'avais annoncé cette baisse déjà il y a un an, donc qui n'a pas eu lieu. Pourquoi je me suis trompé cette année notamment? C'est parce que les taux d'intérêt restent historiquement bas, même négatifs. Et donc tout le problème est là, c'est que pour l'instant, on vit dans une sorte de paradis artificiel. Et donc, on ne voit pas la réalité qui est derrière. Donc, moi, qu'est-ce qui pourrait les faire remonter? Voilà. On l'a dit 100 fois. Alors, les taux ne remonteront pas. Oubliez ça, les taux ne remonteront pas puisque les banques centrales achèteront tout ce qu'il faut pour que les taux ne remontent pas. Elles feront exactement ce que fait le Japon depuis des années, c'est-à-dire que dès que les taux commencent à remonter au-dessus de zéro, elles vont acheter pour les faire redescendre. Donc les taux ne remonteront pas. Mais le problème, c'est des taux à zéro, on l'a dit, on l'a répété X fois depuis des années, c'est que ça vous fait faire justement de mauvais choix d'investissement. C'est-à-dire que vous vous dites, comme l'argent est gratuit, de toute façon, je m'en fous, quelle que soit la rentabilité que j'ai, c'est meilleur que zéro, donc j'y vais. Et à ce moment-là, ça vous fait faire des bêtises. Et malheureusement, si vous voulez, on sait comment ça va se terminer. Donc il n'y a pas de... Et puis, dernier point, et qui peut être important, c'est l'absence totale de sécurité fiscale en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous achetez quelque chose qui a une certaine rentabilité, qui vous coûte un certain prix, et qui demain peut vous coûter le double et avoir une rentabilité diminuée de moitié parce que les impôts sont passés par là. Or, on sait très bien, et ça, c'est pas une invention de ma part, on sait très bien que les gouvernements successifs ont besoin d'argent. Or, où est-ce qu'il y a de l'argent en France? Il y a de l'argent dans l'immobilier, il se trouve. Et donc, ils vont aller le chercher dedans. On le voit d'ailleurs très bien depuis quelque temps. Vous avez eu l'IFI, sur la fortune immobilière, alors qui pour l'instant est à un taux très bas, mais ne vous inquiétez pas, il va monter, aussi sûr que de Fonds 4. Et puis la deuxième chose, récemment, vous avez un député En Marche qui a trouvé c'est ça qui est... Enfin, c'est pire que le Gorafi à chaque fois. Pour justement qu'il n'y ait pas de bulle, que les prix cessent de s'envoler, qui veut faire comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire vous ne serez plus propriétaire du terrain, du foncier. Donc, parce qu'il trouve que l'exemple anglais est merveilleux, alors que c'est là que les prix sont le plus élevés au monde, mais c'est pas grave. Il n'est pas au courant, il faut peut-être lui dire. Oui, il faut peut-être lui dire. Il n'a pas pris le tunnel depuis qu'il sait qu'ils vont partir de l'Union européenne. Il n'a pas osé prendre le tunnel. Et donc, il faut lui expliquer que, justement, là-bas, les propriétaires terriens sont les lords anglais qui, donc, vous rachetez, en fait, votre appartement ou votre maison tous les 90 ans. Et ça n'a pas, que je sache, bloqué la spéculation, bien au contraire. Donc, ils veulent faire ça. Ce qui fait qu'en fait, ils vous transforment gentiment en locataire. Quoi que vous fassiez, ils vous transforment en locataire. Là, vous êtes locataire du terrain. Ah ouh, alors là, méfiez-vous. J'espère. Non, mais c'est vrai qu'en cas de crise, ils sont bien capables de le voter. Non, mais c'est vrai qu'en cas de crise, il faut être honnête, on a vu toujours, enfin, cas de difficulté, même pas de crise, à chaque fois qu'il y a un problème en France, hop, on crée un nouvel impôt. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on dit on a baissé les impôts. Vous voyez que la pression fiscale globale en France n'a pas baissé. Donc ça, c'est quand même ce qui nous fait, on est, je vous rappelle, numéro 1 mondiaux des impôts, de la pression fiscale, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, et ça n'a pas baissé malgré tout ce qu'on dit. On baisse. Mais là, vous faites allusion au loyer fictif, notamment. Alors, je dirais aussi. Ça en fait partie malheureusement, mais encore une fois, c'est vrai que cette fiscalité, on l'oublie souvent. Le loyer fictif qui a existé entre 14 et 64.
Tout à fait. Non mais, Alors, mais attendez. là vous aviez de la croissance, là vous aviez de l'augmentation des prix. Si vous voulez, si vous arrivez maintenant en c'est ce qui se passera à un moment ou à un autre. Ils couperont les aides. Parce que vous avez aussi, cette hausse de l'immobilier, elle vient aussi du fait que l'État a favorisé l'investissement en immobilier. Donc, a permis à des gens, pour des histoires de défiscalisation, d'acheter des trucs. Ils sont à jamais collés. D'accord ? Parce que toutes les histoires de défiscalisation, si vous le faites vous-même, ça peut à la limite passer. Si vous passez par un intermédiaire, ce que vous gagnez en impôts, c'est ce que vous paierez, c'est ce que vous allez perdre plus tard quand vous essaierez de revendre votre bien au prix où vous l'avez acheté, qui est complètement dingue. Mais donc cette histoire-là va se terminer. Ils vont petit à petit supprimer les aides parce qu'il faut qu'ils aient de l'argent. Et puis après, ils vont vous imposer dessus. Donc, il faut... Donc, si on résume, vous ne pouvez pas en gros, vos aujourd'hui arguments contre acheter l'investissement à condition connue. ou l'achat alors, il faudra bien distinguer d'ailleurs. Il y a l'achat de la résidence. Résidence principale, ça, il n'y a pas de problème. L'investissement, c'est distinct. Mais en gros, une démographie qui, pour vous, structurellement, est plutôt défavorable. Deuxièmement, un risque, et là vous êtes d'accord tous les deux, de récession qui pourrait conduire les banques à resserrer considérablement les conditions d'octroi et donc avoir Surtout un effet... qu'il y aura des défauts, parce qu'en fait, le gros problème, ce qu'on appelle le coût du risque, c'est-à-dire que quand il y a une situation où malheureusement, il y a une récession, un chômage qui augmente, etc., il y a des défauts qui sont là, et les banques, évidemment, doivent supporter. Alors, dans un premier temps, elles récupéreront les biens, mais c'est vrai que ça fera des ventes supplémentaires, et donc c'est comme ça que les prix baissent. C'est que quand effectivement, il y a plus de ventes que d'achats, et si effectivement, il y a une situation de difficulté économique, pas forcément de récession, même de croissance très faible, voire de chômage qui augmente un petit peu, on l'a déjà vu, ça a déjà commencé, on a un peu de croissance, le chômage augmente. Là, pour faire de l'immobilier, il faut effectivement avoir un horizon d'investissement assez long. Là, on va le perdre. Donc, mécaniquement, il y aura moins, effectivement, de demandes. Donc, c'est là qu'est le vrai enjeu. Et encore une fois, moi, je pense qu'on voit vraiment ça de façon trop négative. Que les prix baissent, c'est pas forcément un mal. Ou alors, c'est un mal pour un bien. Encore une fois, ça va permettre d'avoir une sorte de juste prix. Je pense qu'on oublie cette notion de juste prix. Comme l'argent ne vaut plus rien, on a perdu le sens des valeurs. On n'a plus de cohérence dans ce qu'on fait aujourd'hui, et donc ça serait bien qu'on revienne vers justement une situation plus normale. C'est bien, sauf pour le dernier qui a eu la patate chaude dans les mains. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Voilà, c'est pour ça que je conseille de ne pas être ce dernier. C'est pour ça que peut-être je me suis pris un peu tôt, mais c'est vrai que je préfère ne pas être ce dernier qui a la patate chaude, parce que là, évidemment, ça va faire mal. Donc, s'il ne faut pas avoir la patate chaude entre les mains, c'est peut-être pas le moment d'investir aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Moi, je pense que pour un investisseur, je l'ai déjà dit, c'est pas forcément le bon moment. Pour un particulier, là on n'est peut-être pas d'accord avec Olivier, c'est vrai que si on est locataire, moi je trouve que c'est toujours bon d'être propriétaire, parce que même si à 30 ans on n'aura pas gagné 30%, mais au moins on sera chez soi. Voilà, ça fait le bien immobilier, je pense que pour sa retraite, pour ses vieux jours, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, d'assez important, puisqu'on le voit bien dans les statistiques. Hein. Alors j'aimerais vous faire réagir justement à un commentaire, Marc, c'est CR qui nous a écrit, qui a... Donc réagit à votre précédente vidéo par rapport à l'achat. Alors je m'inscris en faux par rapport à cette démonstration, écrit-il, qu'il faudrait accéder absolument à la propriété. Exemple, quand on n'a pas beaucoup de revenus, ça revient cher d'être propriétaire occupant, les impôts fonciers vont être augmentés, peut-être doublés, et on paie des charges de copropriété de plus en plus lourdes. Obligation de nouveaux diagnostics techniques en 2020, véritable raquette, précise-t-il. J'habite dans une petite ville sinistrée. J'essaie de vendre mon appartement pour compléter une retraite de 700 €, et cela depuis 1 an sans succès. Pourtant, j'essaie de le vendre au même prix qu'acheté il y a 8 ans, alors que j'ai fait des travaux d'isolation, double vitrage, chaudière, pour 15 000 €, pas amortis. C'est mieux pour moi d'être locataire si toutefois je touche quelques aides. Ouais, voilà. Quand faut-il avoir, effectivement, parce que le loyer, s'il ne touche que 700 € de retraite, il va avoir un loyer de 700 €, donc qu'est-ce qui va lui rester ? C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le vrai enjeu, quand même, encore une fois, pour ces vieux jours, d'autant que la retraite, on ne sait pas combien va toucher, je pense que c'est important de ne pas avoir ce souci d'un loyer à payer. Parce que ça, malheureusement, ça fait souvent les conditions de pauvreté, de graves difficultés. Donc, même si effectivement on n'est pas forcément gagnant, le fait de ne pas avoir, alors c'est vrai qu'il y a la foncière à payer, maintenant il n'y a plus les taxes d'habitation, c'est déjà pas mal, enfin bientôt on va dire, en espérant qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, ça peut toujours arriver, mais le fait d'avoir effectivement son bien, sa résidence dans laquelle on vit, c'est quand même une protection
contre l'extrême pauvreté, la vraie difficulté de devoir payer un loyer, et si on ne peut pas le faire, si on n'a pas justement des ressources suffisantes. Et vous êtes d'accord avec ça, Qu'est-ce qu'on Olivier? fait? Donc après, évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus d'un point de vue de la protection que, effectivement, d'avoir à payer un loyer en fin de vie, ou du moins à la retraite. Non, mais je suis d'accord. Enfin, de toute façon, toutes les études montrent que le loyer, les gens qui payent des loyers sont dans une grande difficulté et perdent de l'argent. Donc, on est d'accord là-dessus. Le problème, moi, ça va être plutôt le timing. C'est-à-dire que je préférerais que les gens attendent que le marché se plante pour y aller, sachant que vraiment il faut distinguer les deux choses, que ce soit la personne qui cherche à se loger, c'est une chose, que ce soit la personne qui cherche un investissement pour avoir une rentabilité, là, c'en est une autre. Parce que je lui annonce que malheureusement, il n'aura pas sa rentabilité, que ce soit par les impôts, que ce soit par la baisse de l'immobilier ou autre. Mais, mais bien sûr que là, dans ce cas-là, on a envie de lui dire, garde ta maison, enfin, si tu peux la garder. Parce que le problème, c'est toujours la même chose. C'est aujourd'hui, vous avez des gens qui ont subi une baisse de 30 ou de 40%, qui avaient emprunté 115 ou 120, d'accord, et qui aujourd'hui, s'ils veulent revendre, sont obligés de sortir de la trésorerie pour repayer leur emprunt. Donc c'est problématique. Là, vous perdez de l'argent, vraiment. Et il faut avoir la capacité de sortir 15, 20 000, 30 000 pour pouvoir vendre sa baraque. Enfin, non seulement vous perdez de l'argent, mais en plus vous devez en donner. Donc ça fait beaucoup. Et à ce moment-là, si vous voulez, moi je pense que il faut réfléchir au fait de être bien sûr et certain que aujourd'hui, même si vous avez des taux d'intérêt bas, si vous comptez revendre votre bien dans 15 ou 20 ans, je fais assez les paris que vous perdrez de l'argent. Tout compris, frais financiers, etc. Tout compris, vous perdrez de l'argent. Encore plus loin que moi, là. Oui, non, mais donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si on a une forte baisse de l'immobilier, en effet, ça va assainir le marché, et en effet, ça permettra, mais sur du très court terme, ça permettra de faire un joli coup. Mais pour ça, ça ne s'adresse pas à cette personne-là. Pour ça, il faut que vous puissiez mobiliser de la trésorerie, que vous ne soyez pas obligé de prendre un emprunt, etc., etc. Parce que quand vous serez à moins 20 sur l'immobilier, les banques qui vous prêteront de l'argent sur 20 ans, il n'y en aura pas beaucoup. Donc il faudra avoir les moyens de le faire. Or aujourd'hui, qui a les moyens, même avec une baisse de 20%, d'apporter cash 2 millions? Il n'y en a pas. Donc... Alors, petite question sur la démographie, c'est un message de CMR que je ne vais pas lire intégralement parce qu'il est très long et qu'il faut tout de même qu'on fasse attention au temps, mais l'idée générale de ce message, c'est l'effet en fait, du télétravail qui n'est pas pris en compte par rapport à la demande. Et il écrit « On ne mesure pas l'effet déstabilisant du télétravail sur les villes de province. Bordeaux en est l'exemple type, mais Nantes également. Ça crée du désordre social sourd. Concurrence provinciaux versus franciliens sur le marché IMO. » Et plus haut dans son message, il dit en effet qu'il y a, pour lui, les cadres franciliens peuvent massivement habiter en province tout en travaillant pour une entreprise basée en Île-de-France. Et évidemment, ça fait partir les prix vers le haut. Donc, est-ce que ce type d'évolution sociétale ne peut pas contrebalancer, alors, pas sur 20 ou 30 ans, mais contrebalancer partiellement la démographie et le fait qu'il y ait, si l'on se réfère aux courbes d'âge de la population, plus de vendeurs nets que d'acheteurs nets? Je ne vois pas très bien ce que ça change. Vous allez avoir des gens qui vont pouvoir faire du télétravail. D'abord, le télétravail ne s'applique pas à tous les métiers.
que je sache. En plus, ça va encore individualiser un peu plus les gens, c'est une super bonne nouvelle. Mais mis à part ça, si vous voulez, le fait est que il dit ça permet à des gens qui vivent en province de enfin, des monter à Paris Parisiens pour oui, d'avoir un c'est boulot ça, à vous avez Paris. raison. Oui, mais ça veut dire donc que les Parisiens vont pouvoir se barrer de Paris. Donc ça veut fera dire baisser que les le prix de marché Paris. parisien va baisser et puis que le marché en province va monter. Mais c'est déjà le cas. Enfin, on voit que Bordeaux, que depuis Il y a eu le Bordeaux cas à Rennes, est à il y a eu le 2 cas à heures Rennes aussi. de Paris, depuis que Nantes est à 2 heures de Paris à peine, que depuis que Lyon est à 2 heures de Paris, vous avez des gens aujourd'hui. Alors moi le premier, j'habite dans le Jura, donc je viens travailler sur Paris. Donc c'est en effet, mais c'est sur quelques boulots précis, et je ne vois pas en quoi ça va compenser le fait que la population générale vieillit. Il faut, Alors, faut se c'est dire pas ce qu'il que ça disait va dans son très message, vite. mais Quand vous êtes là, encore en France, on est encore sur des niveaux élevés. Mais en Italie, le taux de natalité, c'est 1,30. 1,30, d'accord ? Donc ça veut dire que malgré si vous comptez l'immigration nette sur l'Italie, la population baisse en Italie. Elle baisse tous les ans. Donc, s'imaginer que vous allez avoir une hausse des prix, c'est juste rigolo. Enfin, quand vous pensez qu'au Japon, en 2035, vous aurez 20 millions de logements vides, est-ce que vous pensez que 20 millions de logements vides, c'est quelque chose qui fait plutôt monter les prix ou baisser les prix? Alors très bien Olivier, mais sur l'exemple japonais, d'ailleurs on a une courbe qui apparaît où on voit en effet l'explosion de la bulle immobilière avec des prix qui ont dévalé la pente. Ouais. Très bien. C'est ce qui risque de nous arriver, ça. On est dans un marché où, en effet, on a un déclin démographique avéré, sauf que les prix, depuis... Alors, ils ont touché un point de bas en 2006, et depuis lors, c'est peut-être un rebond dans une tendance de long terme, mais ils sont en hausse. Oui, non, mais vous avez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que le marché de l'immobilier va se transformer avec la démographie, les impôts, etc., que vous allez chuter de 50% et ne jamais remonter. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit simplement que vous étiez dans une tendance haussière jusqu'à maintenant et que vous allez basculer dans un couloir baissier. Mais un couloir baissier, ça veut pas dire que ça s'effondre. Ça veut dire que vous aurez une évolution dans ce couloir, comme vous l'avez eu à la hausse, pareil. Vous aviez des moments de baisse du marché. En 91, il y a eu un moment de baisse du marché, même si on était dans un marché haussier, en tendanciel. Là, vous allez rentrer dans un marché baissier, et dans un marché baissier, vous avez des reprises importantes, même importantes. Et sur plusieurs années. Et sur plusieurs années. Mais regardez, alors je vais vous sortir le marché action japonais. Le marché action japonais jusqu'en 2008. Tous les 2 ans, 3 ans, on avait des gestionnaires qui nous disaient, des gérants qui nous disaient « Ah, ça y est, là, on a touché le point bas, ça va remonter. » Bon. Et en effet... Depuis 95 même. 40% du temps, depuis le plus haut jusqu'au plus bas, quand le Nikkei a fait 7000 et quelques, 7500 ou quelque donc il avait perdu... monté à 40 000. Il avait perdu 90%, d'accord, ou 80%. Il avait perdu tout ça. Ça n'empêche que 40% du temps, le marché montait. Donc, ça veut dire 40% sur... C'est les montagnes russes. Sur 20 dans le bon range. Sur 25 ans, ça veut dire que pendant 8 ans, le marché a monté. Et le marché, quand il montait, il doublait. Sauf qu'en attendant, sur les 25 ans, vous aviez perdu 90%. Donc, c'est la même chose, je pense, sur le marché immobilier japonais, c'est-à-dire qu'on a atteint un point haut. Maintenant, on est sur une descente, et on est sur une descente qui fait que dans la descente, vous aurez en effet des reprises qui peuvent paraître extraordinaires. Mais enfin, vous savez, quand vous descendez de 100
à 2 et puis que vous faites 2, 4, eh ben, vous avez doublé. Hein. Mais ça ceux qui ont n'empêche acheté- que vous êtes quand même en baisse. C'est Mais vrai. c'est ça qu'on dit, Vincent, c'est qu'en fait, effectivement, il y a, dans des phases de baisse, il y a des opportunités. Et moi, d'ailleurs, je l'évoquais dans la dernière émission, c'est qu'effectivement, pour moi, 2020, 2021, on va dire, ça, c'est une fenêtre de tir. Parce que là, les prix, effectivement, auront baissé, alors est-ce que de 15 à 20%, mais les taux resteront bas. Donc, pour ceux qui peuvent, effectivement, ça pourrait être intéressant de revenir. Maintenant, pour remonter un petit peu, et ensuite, la tendance, on verra si elle restera baissière. Voilà, et ça dépendra si la crise dure trop longtemps ou autre, ou s'il y a des faillites de banques, etc. Bon, ça dépend de l'ampleur, effectivement, des dégâts. Mais c'est évident que, encore une fois, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Vraiment, c'est que quand c'est que de la hausse comme ça, et là, il n'y a pas d'opportunité, j'ai envie de dire, parce que on va dans le vide. C'est ça le problème de la bulle. Le seul bulle. problème, c'est de pouvoir saisir l'opportunité. Moi, je suis d'accord avec ça. Si le marché plante à un moment, ça sera intéressant de rentrer. Sauf que à ce moment-là, est-ce que les banques, malgré les taux bas, il suffit que simplement elles arrêtent de prêter, ce qu'elles feront, parce que très probablement leur portefeuille déjà immobilier sera important et elles n'auront pas forcément envie de continuer. Donc, Pourquoi il faut garder un peu de cash? Il faut garder du cash pour ça, Alors, mais pour ceux qui évidemment le peuvent, et malheureusement, c'est pas tout le monde. Alors justement, c'est une donnée qu'on n'a pas indiquée, mais parmi les facteurs de soutien de la hausse des prix, on a eu toujours dans les conditions de crédit faites par les banques, une diminution sensible de la part de l'apport. Au milieu des années 90, on est encore à 60% d'apport. Bien sûr. Alors que cet apport, aujourd'hui, parfois, il n'existe pas, on vous finance même les frais. Ce que je vous disais, 115 ou 120%. Donc, évidemment, si les banques font machine arrière, le marché immobilier va en partira. Ouais, bien sûr. Non, mais elles le feront que si elles n'ont pas le choix, quoi. Mais bon, pour l'instant. Alors, il y a deux points encore que je veux aborder, toujours en réaction à certains commentaires qui ont été faits par des internautes. Alors, là, c'est notre ami Spartacus, qui va plutôt dans votre sens, qui écrit « Ceux qui pensent que les prix immobiliers vont augmenter indéfiniment sont des rêveurs. Un bien immobilier, comme son nom l'indique, est immobile, donc difficile de s'en débarrasser, en plus des taxes et futures taxes. Il faut compter les frais de maintenance. Je rappelle que le gros du marché, c'est la location et la vente pour les résidents français. Il vaut mieux posséder des avoirs liquides comme des actions ou autres dont on peut se délester facilement. La location n'est pas un investissement passif, c'est un deuxième travail. » Alors, il a raison, louer, c'est pas une chose simple non Surtout plus. que les loyers n'ont pas fortement augmenté. Donc, on est sur une situation où le rendement, la rentabilité est très faible. Mais c'est surtout aussi pour des raisons réglementaires, c'est que le locataire prime par rapport au propriétaire, et aujourd'hui, un locataire qui ne paye pas, on ne peut pas le virer. S'il connaît un peu la loi, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour ne pas payer dès que l'hiver rentre en place, vous ne pouvez pas le virer. Donc aujourd'hui, le locataire est défendu même contre les squatteurs, donc ça devient un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, il est assez logique que le propriétaire il réfléchisse à deux fois avant de louer, parce qu'il s'engage dans quelque chose dont, si ça se passe mal, il ne peut pas sortir. Le point sur lequel je voulais faire réagir, c'était sur la liquidité face à l'illiquidité. Et lui, il préconise, si j'infère bien de ce qu'il dit, qu'il vaut mieux avoir des actifs liquides que des actifs illiquides comme l'immobilier, en ce moment. Oui, mais ça dépend encore une fois du portefeuille et de l'individu. Donc, il y a, bien entendu, une fois qu'on a sa résidence principale, après, bon, c'est sûr que aujourd'hui, l'immobilier, en tant que propriétaire pour louer, c'est peu rentable, c'est dangereux. Donc, le coût de rendement risque n'est pas respecté, puisqu'il y a un rendement faible et un risque élevé. Après, sur les actions aussi, c'est très cher. Bon, au moins, vous avez des dividendes. Mais là aussi, s'il y a un crack ou une récession, c'est sûr que vous ayez des dividendes derrière. Donc, qu'il se fasse aucune illusion, en plus, la liquidité sur les actions, le jour où ça crache, elle ne sera plus là, la liquidité. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que la gestion se centralise, s'automatise. Ça veut dire que vous avez énormément d'ETF, vous avez énormément de fonds qui sont benchmarkés, indicés. Ça veut dire qu'ils font tous la même chose. Ce qu'on appelle les crowded trade. Voilà, ils sont c'est-à-dire tous, une concentration du risque. Ils sont tous sur les mêmes actions. Et le jour où le marché se casse la figure,
le premier, celui qui est près de la porte, pourra sortir. Les autres derrière, ils sortiront pas. Alors, dernière remarque clair. que nous a adressée Rachid Bellac. Alors, lui dit, vaut mieux acheter à l'étranger. En France, c'est n'importe quoi les prix. Alors, est-ce que, en effet, quand on investit, là pour le coup, ça dépend où, hein, c'est pareil, ça dépend dans quel pays effectivement on va vouloir investir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs dans des pays où c'est moins cher, a priori, en tout cas où il n'y a pas cet écart avec les revenus, un petit peu en Allemagne, mais bon, l'Allemagne a vieilli, donc à mon avis c'est dangereux. Par contre, vous avez des affaires à faire, il y en a moins maintenant, et il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont été en Grèce, par exemple. Parce qu'effectivement, pendant un temps, ça ne valait pas grand-chose. Bon, après, c'est vrai que la Grèce, c'est la zone euro jusqu'à présent, donc il n'y a pas de risque de change. Par contre, quand vous investissez à l'étranger, vraiment en dehors de la zone euro, là, en plus, il y a un risque de change. Donc, quand vous rapatriez vos capitaux, si vous investissez en Argentine, par exemple, ou ailleurs, je ne sais pas, ça peut être dangereux. Donc, il faut être prudent quand même. Il faut bien connaître le marché dans lequel sur on un marché investit. qu'on connaît, déjà, c'est dangereux. Alors, sur un marché qu'on ne connaît pas, bon, mieux vaut quand même être assez prudent. Pareil. Le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je pense qu'encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce dégonflement de bulle. Je pense qu'il est mérité, donc il est justifié. 15-20%, c'est pas la mer à boire, en espérant qu'il n'y aura pas évidemment derrière une crise insurmontable. Et donc je maintiens cette fenêtre de tir 2020-2021. On pourra revenir sur les marchés. Donc gardez justement une petite porte pour la soif, un peu de liquidité, justement de vraie liquidité dans une bonne banque, parce que là aussi ça peut être dangereux, ça fera pas de mal. Et pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires, je pense qu'il faut tout faire quand même pour accéder à la propriété. Donc l'immobilier reste une valeur refuge, entre guillemets, mais non, on ne peut pas rêver, tout simplement parce que les prix sont beaucoup trop élevés aujourd'hui. Donc il faut simplement du bon sens. Quand c'est très cher, les arbres ne montent pas au ciel, il faut de temps en temps prendre ses bénéfices et ne pas rêver dans un paradis artificiel, sinon l'enfer sera réel. Olivier ? Moi, je suis d'accord avec le dernier commentaire. Je suis profondément pour avoir le maximum de liquidité. Et parce que on n'est pas des escargots et donc on n'emmène pas son immeuble sur le dos quand on veut se sortir de France. Donc voilà, moi je suis assez partagé là-dessus. C'est vrai que c'est. En fait, le problème, c'est qu'on fait des généralités alors que c'est du cas par cas et que c'est très compliqué de faire des généralités sur un marché qui finalement n'en est pas un, puisque vous avez autant de marchés que de régions, que même de quartiers, etc., que d'immeubles. Et donc, ça me gêne toujours un petit peu. Alors après, on est bien obligé, nous, on fait de la macroéconomie, on est bien obligé de faire des généralités et d'étendre ça et de faire des moyennes, etc. Mais pour le ménage français ou autre, les généralités, ça ne lui convient pas parce que son cas est bien spécifique. Alors évidemment, le locataire, c'est de l'argent foutu en l'air, mais il faut aussi savoir que souvent, ils ne peuvent pas faire autrement. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. On est passé en quelques années d'une population qui était ultra propriétaire à une population qui est ultra locataire, et maintenant qui sont étranglés par des groupes comme BlackRock qui font monter les prix des locations, et aujourd'hui, ils consacrent une partie énorme de leurs revenus sur la location de leur appartement. Les charges sont très élevées. Et les charges sont très élevées. Mais donc, ça, si vous voulez, celui qui a acheté sa maison il y a très longtemps, etc., et qui n'a pas comme intention de la revendre, mais de vivre dedans, très bien, qu'il y reste et il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ça me paraît difficile pour quelqu'un de prendre le risque, parce que s'il y a une gamelle, surtout que bon, 15-20%, moi les trucs qui s'arrêtent pile poil à 15-20%, j'ai jamais vu, donc peut-être que ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, on peut mettre des gens en difficulté parce qu'ils vont perdre leur boulot, ils auront un emprunt comme ça sur le dos et ils se retrouveront aussi à la rue. Donc la réponse en fait est pas simple et je dirais
on n'en sait rien nous-mêmes, donc continuez à faire ce que vous voulez parce que j'ai du mal à vous conseiller là-dessus. On verra bien ce qui va se passer. Moi, je pense que ce qui va se passer va être très grave et que donc, je pense que plus on est léger, mieux ce sera. Olivier, Marc, merci. Avec plaisir.